Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Stécie Algrin, la fondatrice de Penser l'après, une série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Aujourd'hui, on est assez heureux de vous retrouver parce qu'on doit avouer qu'on a pris une pause estivale assez longue. On a eu besoin de recharger les batteries, je pense, après ce confinement, après ce Covid qui a terrassé la planète et évidemment notre série de webinaires avec les fameux 15 épisodes sur le Covid, mais également notre live de 10 heures. On a passé 10 heures en live tous ensemble à parler de changement, de comment s'engager dans la société. Et on a eu besoin de cette petite pause pour également vous préparer une nouvelle série, une série dédiée à un thème qui, je pense, déchaîne pas mal les passions aujourd'hui dans l'actualité, mais qui également régit un peu toute l'organisation de notre société. Donc on s'est dit que c'était important de remettre les choses à plat, de se poser un peu et de s'écarter de toutes ces idéologies qu'on peut avoir sur le patriarcat, ce que ça représente, ce que c'est et comment est-ce que ça, en quelque sorte, influence les dynamiques et nos relations les uns avec les autres. Donc aujourd'hui, pour commencer cette série, on va avoir une introduction un peu générale, mais plus poussée dans l'aspect économique avec Hélène Périvier. Donc, Bonsoir. Hélène Périvier, vous êtes économiste à l'OFCE. C'est le centre de recherche en économie de Sciences Po. Sciences Po, donc l'école où j'étudie, et Ariane également, qui se présentera ensuite. Et vous êtes également donc, la directrice du programme Présage, donc un programme qui est notamment dédié aux questions de genre. Vous êtes plus particulièrement spécialiste des questions d'inégalité entre les sexes sur le marché du travail, une question qu'on pourra aborder un peu plus tard dans notre entretien. Et vous avez publié notamment en 2007 un livre avec Dominique Méda intitulé Le deuxième âge de l'émancipation, la société, les femmes et l'emploi, une très grande question qu'on abordera également. Donc je vais vous laisser vous présenter et surtout me dire comment est-ce que vous allez après toutes ces péripéties. Écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie de participer à ce webinaire et d'échanger avec vous sur cette question tout à fait brûlante de l'après-patriarcat. Donc moi, comme vous l'avez dit, je suis économiste et je travaille beaucoup sur les politiques publiques et l'organisation de ces politiques autour de la question des inégalités femmes-hommes sur le marché du travail, comme vous l'avez dit, mais aussi dans la famille, puisque les deux sont intimement liés, mais je pense que nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Et je dirige ce programme Présage, qui est le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, qui, à Sciences Po, dynamise à la fois les recherches sur ces thématiques et les enseignements, parce que c'est une question qui est très demandée par les étudiants et les étudiantes. Et donc, ce programme a aussi vocation à diffuser tous ces travaux qui sont très riches dans la recherche. Je vous remercie en tout cas. Et donc, le sujet de ce webinaire, c'est les racines du patriarcat que j'ai co-organisé avec toute l'équipe de Penser l'après, dont Ariane, que j'invite à se présenter aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de revenir pour cette nouvelle série de webinaires. Je suis la chargée événementielle de Penser l'après, donc j'ai contribué à la formation, enfin à la constitution de toute cette série de webinaires dont vous allez pouvoir profiter, Penser l'après-patriarcat. Et on espère évidemment que vous serez nombreux, nombreuses à nous suivre pendant toute cette série. Ça va s'étendre jusqu'à décembre, janvier. On a un programme qui va être très intéressant et très complet, du moins on l'espère. Et on vous invite à poser vos questions en commentaire, puisque comme toujours, on est ouvert et ouverte à vraiment toutes les participations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On prendra 30 minutes à la fin, ou plutôt Hélène Périvier prendra 30 minutes à la fin pour y répondre. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon webinaire. Merci Ariane. Donc, comme on l'a dit, ce petit épisode a pour objectif de poser les bases sur le patriarcat. Donc, ce qui semble assez évident, c'est de commencer par définir ce qu'est le patriarcat. Donc, est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus, Hélène, s'il vous plaît? Alors, je vais poser les bases parce que bien évidemment, je vais rester très caricaturale et je pense que vous aurez l'occasion de développer, de définir plus précisément les différents concepts et questions qu'on va aborder ce soir. Alors, moi, la façon dont je définirais le patriarcat, c'est un ensemble de règles qui distribuent le pouvoir économique et politique aux hommes, à certains hommes, et qui, d'une certaine façon, organise la société autour de la domination masculine. Donc, on peut définir le patriarcat comme ça.
C'est donc à la fois dans les règles, mais c'est aussi dans les pratiques. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on peut avoir quand on veut penser l'après-patriarcat, puisque dans de nombreux pays riches et démocratiques, la France en particulier, on peut dire que d'un point de vue juridique, le patriarcat a pris fin par toute une série de modifications des lois, en particulier les grandes lois sur la famille au milieu des années 70, qui ont mis fin, par exemple, à l'autorité parentale dédiée uniquement au père, qui était vraiment, je vais dire, un emblème du patriarcat, qui ont aussi démantelé toutes les lois autour de l'obligation pour les femmes mariées de demander l'autorisation de leur mari pour travailler. Tout cet ensemble d'arsenal juridique qui corsetait un peu l'émancipation économique et politique des femmes a été levé. Donc on pourrait dire, de ce point de vue-là, le patriarcat a pris fin. Mais bien sûr, on va y revenir, le patriarcat, c'est aussi dans les pratiques. Et là, on est encore loin du compte, puisqu'on est encore, y compris dans des pays où ces lois ont pris fin, on est encore dans des situations qui sont très inégalitaires. Et puis, au-delà de l'Europe, il y a encore beaucoup de pays dans le monde où le patriarcat est encore organisé, politiquement soutenu, institutionnalisé. Et donc, de ce point de vue-là, on est très loin de l'après-patriarcat. Je vous remercie pour cette définition. Et je me souviens d'un de mes cours où on avait vraiment détaillé le système patriarcal. On m'avait expliqué que donc, le patriarcat, ça s'imbriquait donc dans un schéma familial, comme vous l'avez mentionné, un modèle d'organisation sociale. On va en parler avec l'organisation du travail. Et également donc, le système de domination des hommes sur les femmes. Il me semble que c'est Lévi-Strauss qui parlait de sociétés qui s'organisaient uniquement sur un échange de femmes, voilà, où la femme finalement passait de la domination du père à la domination du mari. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même, sur certains aspects, des changements sur cette organisation? Est-ce qu'on voit vraiment que ce schéma-là est bousculé, ou est-ce qu'on a encore beaucoup à faire? Alors, ce schéma-là, il est clairement bousculé, heureusement. Alors, encore une fois, ça dépend de quel pays à quel pays on s'intéresse. On va parler peut-être de l'Europe et peut-être plus précisément de la France, mais disons, dans les pays, encore une fois, riches et démocratiques, le plus souvent, ce modèle, il a été mis à mal par plein de facteurs, l'émancipation économique des femmes, leur accès au droit de vote, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout un ensemble de lois qui ont été démantelées. Donc, de ce point de vue-là, on est très, très, très loin de cette vision des femmes dans leur incapacité juridique, qui se marient, donc qui passent du pouvoir du père au pouvoir du mari. On est très loin de ça. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même la question des règles et la question des pratiques. Par exemple, si vous prenez le cas de la France, c'est vrai que depuis très longtemps, si on prend la question de l'héritage, par exemple, les filles et les garçons, enfin, dans une fratrie, héritent de la même part de l'héritage de leurs parents. Et ça, c'est bien inscrit dans la loi. C'est pas vrai dans tous les pays. Encore une fois, des pays dans lesquels le patriarcat est encore très institutionnalisé, il est parfaitement légal de transmettre davantage de patrimoine à son fils qu'à sa fille. Mais en France, ce n'est pas autorisé. Néanmoins, et là, je voudrais citer un ouvrage récent de Céline Bessières et Sybille Golac, que j'ai là sous la main, le du capital, dans lequel elle montre que les pratiques sont loin d'être neutres, puisque en fait, dans les familles, la façon dont les choses se font, les filles héritent moins du capital physique que les garçons, et il y a une forme d'acceptation autour de cette inégalité dans la transmission du patrimoine, y compris au sein des familles. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres pour vous dire que bien que les lois ne soient plus patriarcales en France et dans les pays européens, eh bien, on voit quand même que les pratiques restent encore marquées du sceau de ce patriarcat. Donc, il y a encore des avancées énormes à faire pour qu'on puisse atteindre l'égalité, cette fameuse égalité dont nous allons parler pendant ce séminaire. Et d'ailleurs, super livre qui avait fait le sujet d'un podcast où l'autrice parlait justement des pratiques qui désavantageaient les filles dans les droits de succession, où on voyait par exemple que lorsque la famille avait une entreprise, cette entreprise en général passait aux mains du garçon et non de la fille, et que ça participait à engendrer un cycle où à la tête d'entreprise, c'était tout le temps des garçons. Et ce livre est vraiment génial. Donc merci de la référence. Alors, il y avait une autre question qui était à soulever, vous l'avez mentionné au niveau des pratiques. On le voit en droit,
on est à peu près égaux. Donc l'État a fait son job sur cet aspect-là, mais dans les faits, c'est pas toujours une réalité. Alors comment est-ce qu'on peut atteindre cette égalité des faits finalement? Alors attention, l'État a fait son job, je dirais pas complètement, ça on va revenir dessus. Les lois, donc d'une certaine façon, l'encadrement légal de la vie a fait son travail, puisque de ce point de vue-là, nous sommes des citoyens, des citoyens et des citoyennes égaux devant la loi. Mais par contre, en termes de politique publique, ça on va le voir je pense, on est assez loin du compte. On est encore, il reste encore dans l'état social, dans la façon dont on construit les politiques publiques, une certaine forme d'incitation aux inégalités ou en tout cas d'encouragement qui vont venir accompagner la division sexuée des rôles. Je pense qu'on va détailler cette question-là, mais il y a encore beaucoup à faire du côté de l'organisation des politiques publiques en lien avec le marché du travail et le fonctionnement de la famille, pour pouvoir essayer en tout cas de promouvoir l'idée d'un partage à égalité du pouvoir économique, politique, familial au sens très large, un pouvoir au sens très large aux ressources, on pourrait dire. Donc là, je serai un peu plus nuancée, parce qu'il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Est-ce que ça peut rejoindre un peu ce que vous appelez l'illusion d'émancipation ou est-ce que c'est encore autre chose, encore un autre problème auquel doivent faire face les femmes finalement? Alors, en fait, ce que j'avais appelé l'illusion de l'émancipation, c'était assez propre. Alors, c'était pour parler d'un phénomène qui est très spécifique à la France. Et on voit encore qu'en France, un ensemble de droits sociaux et fiscaux sont assis sur le mariage, et aujourd'hui en partie le Pacs, mais en tout cas beaucoup de droits à la retraite, de droits de façon dont on est imposé, on pourra revenir dessus plus précisément, sont assis autour du mariage. Et néanmoins, on est dans un pays où on a vu une montée assez forte des unions libres, donc qui est tout à fait acceptée socialement. C'est pas du tout stigmatisé. Il y a des pays européens où ça l'est, alors qu'en France, ça ne l'est pas. Et pourtant, quand on regarde la division sexuée du travail dans les couples en fonction du statut marital, on voit que les couples en union libre, ils sont pas plus égalitaires que les couples mariés. C'est plutôt les couples pacsés qui sont plus égalitaires. Et ça pose un petit problème. Alors, on a encore besoin de plus de recherches pour bien voir les conséquences de ça. Mais le problème que ça soulève, c'est que si vous avez une division sexuelle des rôles très importante, mais que vous n'avez pas les protections qui sont associées à ça, alors, en cas de rupture familiale, par exemple, quand le couple se sépare, ou en termes de retraite future, ou en termes de carrière qui sera moindre pour les femmes, alors il risque d'y avoir un problème. C'est en ce sens-là où je voulais parler de cette illusion d'émancipation, parce qu'on n'a pas complètement réglé la question du partage des tâches, et ça crée beaucoup d'inégalités sur le marché du travail. Alors, l'ancien modèle, M. Gagnepin, avait organisé des protections qui étaient très assujettissantes pour les femmes, mais néanmoins, ce modèle, il était très cohérent. Et là, on est un petit peu entre deux, et on est un petit peu dans un modèle qui est un impensé et qui n'est pas clairement défini, qui n'est pas forcément, qui ne s'oppose pas forcément à l'idée d'égalité, mais qui ne l'encourage pas. Et de fait, ça pose un certain déséquilibre qui peut être très dommageable à la situation économique et sociale de certaines femmes. C'est en ce sens-là, voilà, où je voulais parler d'illusion d'émancipation. D'accord. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui essayent de régler ça. On le voit, il y a eu beaucoup de luttes, notamment pour rétablir, en quelque sorte, l'égalité au sein du ménage. Aujourd'hui, il y a le congé paternité qui a été doublé. Ça ne semble pas assez encore comparé à nos voisins européens. Mais est-ce que, selon vous, c'est déjà un premier pas? Est-ce que vous avez en tête d'autres mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour rétablir cette égalité, vraiment, en tout cas, de fait? Alors, là, si on rentre vraiment dans comment est-ce qu'on pourrait faire, ou en tout cas organiser des politiques publiques qui soient porteuses d'égalité, alors, commencer par le congé paternité, c'est pas une mauvaise idée pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que les gens perçoivent bien ce qu'est cet objet que le congé paternité. C'est aussi une avancée en termes de droit social. Ça s'adresse aux pères, mais ça s'adresse aussi aux deuxièmes parents pour les couples de même sexe. Donc, c'est quand même une avancée de ce point de vue-là.
Mais voilà, le caractère transformatif de cet allongement du congé paternité est encore à discuter. Alors, on sait que, par exemple, en France, l'introduction du congé paternité de 11 jours en 2002 a induit un petit frémissement, un petit changement dans le partage des tâches, mais vraiment pas massif. Le problème, c'est que ce congé, il est pris en même temps, le plus souvent que le congé maternité, donc c'est des congés qui sont synchronisés. Donc les pères ne se retrouvent pas seuls avec non seulement l'enfant, mais toutes les tâches qui accompagnent l'enfant. Or, on sait bien qu'une partie de la division sexuée des rôles, elle se met en place après le congé maternité, quand les femmes ont passé plusieurs semaines seules à la maison à gérer l'ensemble des tâches et des soins à l'enfant. Eh bien, cette division reste, elle reste pérenne. Donc, on voit bien que l'idée de la désynchronisation des congés, c'est ce qui serait très intéressant pour changer un peu plus fondamentalement l'équilibre et le partage au sein des ménages. Et puis, surtout, après le congé maternité, il y a quand même tout un ensemble de politiques publiques pour que l'enfant, enfin en tout cas pour accompagner la garde de l'enfant jusqu'à la préscolarisation, qui est à 3 ans en France. Et c'est heureux parce qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas 3 ans. Donc l'école préélémentaire en France est un véritable atout qui est plébiscité par les parents et qui est extrêmement apprécié et qui permet en tout cas de s'occuper des enfants la journée pendant que les parents travaillent. Mais avant les 3 ans, on a quand même un problème d'articulation vie familiale, vie professionnelle, qui pèse encore aujourd'hui essentiellement sur les femmes. Donc, ce congé paternité, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée, c'est un progrès social. Néanmoins, il y a tout un ensemble de politiques publiques à repenser pour accompagner la prise en charge des jeunes enfants jusqu'à la scolarisation, ce qui veut dire à la fois des services publics d'accueil des jeunes enfants en quantité suffisante. Et là, même si on a fait des efforts, on est encore très loin du compte. Et puis, potentiellement, un congé parental qui puisse être pris ou pas. Et ça, je pense que c'est une spécificité que la France doit garder, mais on pourrait le discuter, qui peut être pris ou pas par les parents, mais qui soit court, bien partagé, rémunéré en proportion du salaire pour que ce soit attractif et qui puisse permettre aux parents qui le souhaitent de passer un peu plus de temps avec le jeune enfant. Néanmoins, et là, je voudrais vraiment préciser ce point-là, en tout cas, il me semble qu'il n'est pas souhaitable de calquer le modèle dit nordique dans le cas de la France, puisque chaque pays fait un peu système. Et en France, on n'a pas que des défauts, on a aussi quelques atouts en matière d'égalité femmes-hommes. Un qui me semble très important, c'est qu'on est un pays qui n'utilise pas les mères de jeunes enfants qui travaillent. On peut parfaitement confier son enfant à une crèche à 6 mois et on ne sera pas considéré comme une mauvaise mère ou un mauvais parent. Alors que dans les pays nordiques, les parents gardent leur enfant la première année, voire la première année et demie de l'enfant. Alors, du coup, dans les pays nordiques, ils ont beaucoup réfléchi à ce que ce soit partagé entre les deux parents, mais ça reste quand même beaucoup plus les femmes qui prennent ce congé. Il me semble qu'en France, on aurait vraiment intérêt à partir de cet atout pour essayer de construire des politiques publiques qui, à la fois, permettent d'articuler la vie familiale et la vie professionnelle, mais qui soient aussi source de liberté, qu'on n'oblige pas nécessairement les parents à prendre un congé à la suite du congé maternité et qu'on continue à garder un système d'accueil des jeunes enfants qui permettent aux parents qui le souhaitent de revenir travailler, en l'occurrence les mères. Alors, le petit revers, juste pour moduler un petit peu ce point positif qu'a la France, c'est que c'est vrai que les mères avec des jeunes enfants qui travaillent sont pas stigmatisées. En revanche, en France, ne pas avoir d'enfants, c'est un problème. Il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'on ne comprend pas très bien pourquoi un couple, pourquoi une femme n'a pas un désir d'enfant. Donc c'est un peu le corollaire, j'ai envie de dire, alors que c'est tout à fait légitime et acceptable. Donc, alors voilà, c'est très différent d'autres pays où, par exemple, en Allemagne, il va y avoir une très forte stigmatisation des mères qui travaillent. Et du coup, les mères ne font pas d'enfants. Les femmes ne font pas d'enfants ou moins d'enfants. Et donc, on a un équilibre qui est un peu différent. Voilà, donc je pense qu'en fait, il faut aussi garder dans cet accompagnement des politiques publiques une spécificité par pays et partir de nos atouts pour construire un système qui soit porteur d'égalité. Je vous remercie pour ces informations. Sur le congé paternité, ce qui me semble assez important de mentionner pour les personnes qui nous regardent, c'est qu'actuellement, on était à 14 jours avec à peu près rien d'obligatoire pour les pères.
On va passer à 28 jours avec 7 jours obligatoires. Donc, c'est ce que vous mentionnez, le modèle nordique. On essaye de forcer un peu les papas à voilà, se réapproprier leur rôle de père et leur rôle dans la famille. Moi, ce qui m'a assez choqué, c'est que l'argument qui était avancé pour doubler cette durée, c'était finalement pas tant l'apport que ça pouvait avoir pour la famille en général ou même pour les femmes pour retrouver en quelque sorte une égalité sur le plan de l'emploi, mais c'était le résultat d'un rapport qui a été fait sur le développement de l'enfant, donc les 1000 premiers jours. Et donc, on avançait que ça allait avoir un impact positif sur le développement, mais il n'a pas été fait mention de qu'est-ce que ça va être positif pour les femmes, finalement, la moitié de la population, quoi. Alors, je vais peut-être apporter deux petites précisions à ce que vous avez dit, qui est très intéressant. La première, c'est que le doublement du congé paternité est une partie obligatoire. Ce n'est pas le modèle nordique, parce que, par exemple, l'Espagne l'a fait depuis longtemps. Le Portugal a aussi innové en matière de congé au moment de la naissance. Et puis, le modèle nordique, c'est plutôt, il n'y a pas de congé maternité-paternité, il y a des congés parentaux par parent à partager. Donc, c'est encore, j'allais dire, un autre modèle. Mais c'est juste, je voulais juste amener cette précision parce que la France était très, très en retard du point de vue du temps que l'on accorde aux pères ou que les pères doivent prendre au moment où ils ont un enfant. En particulier, je trouve que le cas de l'Espagne est assez intéressant. Et puis, je voudrais juste mentionner une étude qui a été faite par des économistes espagnols qui a montré que, en fait, cet allongement du congé paternité en Espagne a conduit à un petit effet négatif sur la démographie, à une baisse de la fécondité. Les auteurs interprétant ce résultat comme peut-être, une fois que les pères sont obligés de passer un peu plus de temps avec un nourrisson, ils se rendent compte que c'est extrêmement chronophage et extrêmement fatigant et donc retarde l'arrivée de l'enfant suivant. C'est une hypothèse en termes d'interprétation. En tout cas, l'étude montre avec des méthodes bien balisé en économie que ça a eu un effet dépressif sur le taux de fécondité. Donc c'est juste pour dire que voilà, tout ça n'est pas seulement une question modèle nordique égalitaire, mais c'est aussi voilà, en Europe, la France avait une position et a toujours une position assez singulière de retard en matière de congés pour les penser dans une optique d'égalité et de partage. Ensuite, sur ce que vous avez dit sur le rapport des 1000 jours, c'est vrai que c'est un rapport qui est très axé sur la question médico-sociale, mais qui ne prend pas du tout en compte les aspects économiques et sociaux. Que ce soit la question de l'égalité femmes-hommes, que ce soit la question des inégalités sociales, que ce soit la question de la précarité des parents. C'est vraiment un rapport qui a une nature très médicale sur le développement cognitif de l'enfant et le soin à l'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est une partie qui manque, parce qu'on ne peut pas complètement l'enlever, ça compte quand même dans la façon dont on pense les politiques publiques, mais vous avez raison d'ajouter que la question de l'égalité des femmes et des hommes, la question des couples de même sexe, la question de l'égalité sociale face aux politiques familiales, elle est évidemment aussi extrêmement importante à prendre en compte dans la façon dont on va réformer nos systèmes ou notre politique familiale. Donc on vient de le voir, la question de l'enfant et son rôle dans la famille, ça impacte beaucoup le monde professionnel et la facilité avec laquelle les femmes vont pouvoir s'insérer et progresser un peu dans l'échelle des entreprises. On a d'autres inégalités. Est-ce que vous pourriez les mentionner au niveau du monde professionnel? Alors, ça, c'est vrai que quand on regarde les inégalités professionnelles, c'est très surprenant parce qu'elles ont une persistance qui m'appelle question. On a vraiment envie de comprendre pourquoi elles persistent. Alors, il y a plein d'indicateurs pour essayer de mesurer en tout cas l'état des inégalités professionnelles. Bon, le premier, c'est que le taux de participation des femmes au marché du travail, il est plus faible que celui des hommes, et il est d'autant plus faible qu'elles ont des enfants, qu'elles en ont avec plusieurs enfants, et que l'âge du dernier est inférieur à 3 ans. Donc on voit très bien que là, il y a une question centrale autour du temps que l'on consacre aux enfants. Aujourd'hui, vraiment, une partie des inégalités professionnelles est due à ce temps que les femmes dédient aux enfants, de façon directe ou de façon indirecte. Parce que, y compris les femmes qui ne vont pas consacrer, qui vont soit ne pas avoir d'enfants, soit ne pas interrompre leur carrière lorsqu'elles ont un enfant, elles vont se retrouver pénalisées parce que, en moyenne, il y a un effet de réputation sur l'ensemble des femmes qui travaillent. Et donc, les employeurs sont moins enclins à les embaucher, à les promouvoir, à leur accorder des augmentations de salaire. C'est pour ça que cette question du retrait d'activité au moment où on a un enfant, qui peut être une question qui peut sembler
du ressort du privé ou de l'intime pour certains ou certaines, en fait, c'est une vraie question sociale. Parce que le problème, c'est pas la division des rôles dans la famille. Le problème, c'est qu'elle soit sexuée. Et comme elle est sexuée, elle a un impact sur l'ensemble des femmes. Et donc, à partir de ce moment-là, ça devient une véritable question sociale qui produit de la discrimination. Et donc, nous devons absolument trouver des solutions pour combattre ces formes de discrimination. Alors ensuite, si on regarde d'autres indicateurs, hein, donc au-delà de la participation au marché du travail, il y a par exemple le temps partiel. On sait que les femmes sont beaucoup plus affectées par cette forme d'emploi, puisque 80% du temps partiel est pourvu par des femmes. 30% des femmes qui travaillent en France sont à temps partiel. Alors, c'est beaucoup. Il y a des pays où c'est encore plus. Hein. On peut prendre les Pays-Bas, où là, c'est quasiment les 3/4 des femmes qui travaillent qui sont à temps partiel. Et là encore, c'est pareil, ça pose problème. C'est pas tant le temps partiel en lui-même qui est problématique, c'est le fait qu'il soit essentiellement pourvu par des femmes. Donc là, on voit bien encore une fois que ce sont essentiellement les femmes qui vont ajuster leur temps de travail, alors que celui des hommes va rester stable, voire augmenter au moment où ils ont des enfants. Et puis ensuite, on a d'autres indicateurs qui dépassent la question de la prise en charge des enfants, même s'il y a quand même un lien. Quand on regarde le marché du travail, il est très ségrégué. C'est-à-dire qu'il y a des métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées. Tout le monde le verra, hein, des métiers du secteur de l'éducation, du social, de la santé. On a beaucoup mis ça en avant pendant la crise sanitaire. Et puis des métiers dans lesquels les hommes sont surreprésentés, l'ingénierie, l'industrie, la construction. Voilà. Donc tout ça sont des métiers ou les transports. Hein. Donc par exemple les livreurs ont été aussi très importants pendant le confinement. Donc il y a aussi des métiers d'hommes qui ont été mis à contribution. Mais donc on a un marché du travail qui est très ségrégué, ce qui pose problème parce que d'une part ça pose la question de pourquoi les femmes ne vont pas dans les espaces où sont les hommes et inversement. Et puis ça pose aussi une question des salaires sur laquelle je vais revenir. C'est qu'en moyenne, les métiers dans lesquels les femmes sont surreprésentées sont moins rémunérateurs que ceux dans lesquels les hommes sont surreprésentés. Et puis ensuite, il y a une autre forme de ségrégation qui est une ségrégation verticale, c'est-à-dire en termes de position. Au-delà de la question du secteur, on voit bien qu'à mesure qu'on monte dans la hiérarchie des postes, on trouve de moins en moins de femmes jusqu'à n'en trouver plus aucune. Et donc ça, c'est bien connu, c'est le phénomène du plafond de verre, hein, qui est bien connu. Et donc, il y a beaucoup de travaux en économie qui ont montré que toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en tenant compte de l'éducation, du niveau d'expérience, du secteur, du type d'employeur, privé, public, etc. Donc, la probabilité qu'une femme aille être promue est plus faible que celle d'un homme. Et donc, ça pose question parce qu'évidemment, à part l'idée qu'elles sont discriminées, on ne voit pas très bien comment on pourrait l'expliquer. Et puis enfin, en bout de course, on a des inégalités de salaire qui conduisent in fine à des inégalités en termes de retraite, hein, puisque en France, les retraites sont calculées sur la base de votre carrière. Donc, plus votre carrière est chaotique, plus vos salaires sont faibles, plus vous aurez une retraite faible, même s'il y a des mécanismes de compensation pour la charge de famille dans le système des retraites. Néanmoins, on a des inégalités de salaire qui restent assez importantes et surtout qui sont stables depuis les années 90. Hein. On avait une belle dynamique de diminution des écarts de salaire qui s'est arrêtée à la fin des années 90. Et alors, il y a plein de façons de mesurer les écarts de salaire. C'est pourquoi je pense que vous pouvez trouver des chiffres très différents parce que ça dépend du périmètre qu'on a choisi. Est-ce que c'est le secteur public ou est-ce que c'est le secteur privé? Est-ce que l'on prend l'ensemble de la rémunération ou est-ce qu'on prend juste le salaire stricto sensu? Est-ce qu'on regarde le taux de salaire ou est-ce qu'on regarde le salaire annuel? Toutes ces questions-là fait qu'on peut trouver plein de chiffres différents. Donc, il faut être faut juste un peu regarder ce dont on parle. Mais si on prend le secteur privé et qu'on prend l'ensemble des salaires et non pas le taux de salaire, on voit que les femmes sont payées en moyenne 25% de moins que les hommes. Alors, attention, ça ne veut pas dire 25% à travail égal, hein, ça ce serait une erreur de dire ça. Si c'était le cas, je pense que les femmes seraient vraiment dans la rue tous les jours. C'est en moyenne, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Hein. Alors, comment ça s'explique? Par des techniques statistiques, on peut décomposer cet écart de salaire pour l'expliquer, hein, non pas le justifier, mais l'expliquer.
eh bien, on voit qu'une grosse partie de cet écart est due au temps de travail. Hein. Donc, les femmes sont davantage à temps partiel que les hommes. Et donc, ça, c'est un point assez important qui explique que, à peu près 40% de cet écart. Donc, c'est pas la moitié, mais on n'est pas loin. Donc, on voit bien qu'une partie du nerf de la guerre, il est sur cette organisation du travail. Une partie est due à la ségrégation professionnelle verticale et en termes de métier. Évidemment, quand on est cadre dirigeant, on gagne mieux sa vie, toutes choses égales par ailleurs, quand on est juste cadre. Et voilà. Et donc, on a évidemment un effet mécanique du plafond de verre sur les inégalités de salaire. Et puis, il reste une partie du salaire qu'on n'explique pas par des caractéristiques que les économistes peuvent observer dans les données, dont on va dire que c'est la part inexpliquée. Donc, on pourrait dire que c'est la part qui, a priori, n'est due qu'au sexe. Parfois, elle est à tort nommée discrimination pure. Alors, pourquoi je dis à tort? Parce qu'en fait, la discrimination, elle se niche dans toutes les différences de facteurs observables. Hein. Encore une fois, on l'a vu, le fait que les femmes soient moins représentées dans les postes de direction, c'est en partie dû à un phénomène discriminatoire. Pas seulement, mais en partie. Donc, voilà, on a avec cette décomposition, on a une vision un petit peu, j'allais dire, voilà, un peu globale des facteurs explicatifs des inégalités professionnelles. C'est pourquoi partir des salaires, c'est assez instructif parce qu'on voit bien que ça permet un peu de voir un peu les mécanismes à l'œuvre qui expliquent les inégalités professionnelles. On a parlé de ségrégation dans le milieu professionnel. Et c'est assez marrant parce qu'une des justifications qui est apportée souvent par les hommes au fait qu'on soit moins bien payé, c'est le fait qu'on choisisse des secteurs qui finalement sont moins valorisés et rapportent moins. Alors j'avais écouté un des podcasts des couilles sur la table qui parlait du milieu de la tech et de la place des femmes dans ce milieu et qui rappelait que finalement au début de l'informatique, c'était essentiellement des femmes qui occupaient des postes et qu'au moment où finalement ça s'est démocratisé, que les hommes se sont aperçus de l'importance capitale de ce secteur, ils se sont engouffrés un peu dans la brèche et on s'est fait éjecter. Donc finalement, on se rend compte qu'on a des métiers qui sont valorisés à un instant T, presque parce que ça a la cote pour les hommes et c'est pas justifiable. Et on l'a vu avec la crise du Covid, que des métiers qui sont beaucoup plus essentiels à notre économie, à notre société, comme le milieu du care, sont moins bien payés, alors que côté valeur ajoutée, on n'est pas du tout sur les mêmes choses que le milieu de la finance, par exemple. Alors, c'est quelque chose qu'on observe même sur le long terme. Hein. Vous pourriez prendre le cas des enseignants. Hein. Être à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les professeurs des écoles, c'était des hommes essentiellement. Les femmes étaient autorisées qu'à enseigner, enfin, en tout cas, être pour les tout petits, hein, mais sinon, c'était des hommes et c'était un métier extrêmement valorisé, valorisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et ce métier s'est dégradé en termes de salaire. La France est un des pays qui paye le moins bien ses profs par rapport à ses partenaires de l'OCDE. Enfin, voilà, effectivement, on voit qu'il y a des dynamiques autour de cette question de la féminisation de certains métiers et en tout cas de la dévalorisation que ces métiers peuvent avoir. Donc, il y a une vraie question derrière la ségrégation autour des salaires, mais aussi de la professionnalisation et de l'attention que l'on porte à ce secteur. C'est vraiment un des problèmes sur la question du care dont vous parliez. Un des problèmes, c'est vraiment ça. C'est qu'il faudrait vraiment rendre ce secteur attractif avec des formations et une professionnalisation qui amène ensuite des salaires qui soient à la hauteur de l'enjeu que soulève ce secteur. Donc oui, tout à fait. Je voulais juste ajouter quelques éléments sur la question des discriminations, puisque vous parliez des choix d'orientation des jeunes femmes par rapport aux jeunes hommes. Alors d'abord, il y a quand même quelques travaux en économie qui ont montré qu'il y avait, on pouvait avoir une perspective dynamique de la discrimination, c'est-à-dire que si les filles anticipent dans le long terme ou les choix d'orientation qu'elles vont faire vont plus ou moins leur faciliter la vie, elles vont être plus enclines à choisir des secteurs dans lesquels elles anticipent qu'il sera plus facile pour elles soit d'articuler vie familiale, vie professionnelle, soit parce qu'elles anticipent que ce sera très compliqué d'être la seule femme dans un milieu extrêmement masculin. Donc, tous ces phénomènes-là, c'est des phénomènes dynamiques qui entraînent ensuite, qui sont auto-réalisateurs. Et puis, il y a aussi d'autres théories intéressantes du point de vue de la discrimination qui sont autour du salaire. C'est vrai qu'en économie, il y a cette vision un peu
cette vision dite néoclassique, où le salaire, c'est la productivité marginale des travailleurs, en fait, on peut aussi se dire que la productivité, elle est affectée par la discrimination. C'est-à-dire que si vous êtes discriminé par votre employeur, alors ça peut être sur la base du sexe, de votre orientation sexuelle, de votre origine ethnique, que vous l'êtes systématiquement, vous allez finir par être moins productif parce qu'au bout d'un moment, vous ne voyez pas l'intérêt de faire des efforts qui ne sont, in fine, jamais récompensés à la hauteur de l'effort que vous faites. Ça, c'est la théorie du salaire déficience, en tout cas, qui montre bien que la discrimination, c'est pas seulement, elle a des aspects extrêmement insidieux qui vont avoir des conséquences en matière de salaire et qui sont extrêmement importants. C'est pas seulement une question de productivité des individus. Donc voilà un peu pour préciser cette question-là. Je vous remercie. On a mentionné aussi donc, le confinement qui a mis en lumière donc, ces métiers un peu oubliés dans l'économie et par le gouvernement surtout. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact finalement sur les évolutions futures dans le milieu professionnel, sur les égalités, les inégalités? Est-ce que ça va changer les choses finalement, cette crise? Alors, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que ça peut changer. Alors, c'est sûr que je pense qu'il y aura, c'est un peu une évidence de dire qu'il y aura un avant et un après crise du Covid. Qu'est-ce que ça va changer? Ce qu'on a vu déjà pendant la période du confinement, c'est que comme vous avez des inégalités structurelles, tout impact va avoir des conséquences différentes sur les femmes et sur les hommes. Donc, par exemple, en France, pendant le confinement, ce qu'on a vu, c'est que pour celles et ceux qui ont dû s'arrêter de travailler, donc qui ne pouvaient pas aller sur site et qui ne pouvaient pas télétravailler, par exemple, on a vu que les femmes ont été davantage sur le dispositif d'arrêt de travail pour garde d'enfants, puisque on ne pouvait plus travailler quand on devait s'occuper de ses enfants. Et puis, les hommes, eux, ont été davantage concernés par soit le chômage partiel, soit la destruction de leur emploi. Donc, on a vu déjà qu'il y avait des différences assez marquées. Ensuite, pour les personnes qui pouvaient continuer à travailler, donc à télétravailler chez eux, ce qu'on a vu, en tout cas, il y a quelques travaux qui semblent montrer, mais évidemment, tout ça sera encore à confirmer avec des données plus solides et des recherches consolidées sur cette question. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que quand les deux travaillaient à la maison, les femmes, elles devaient jongler davantage. On est toujours sur cette division sexuelle des rôles, avec l'éducation des enfants, l'école à la maison, la préparation de repas qui sont plus nombreux. Donc, cette porosité qu'elles ont entre la vie familiale et la vie professionnelle a vraiment été exacerbée par cette période de confinement et par le télétravail. Alors, il y avait aussi toute cette idée que les hommes ont déclaré davantage avoir un espace à eux pour travailler, alors que les femmes, elles travaillaient davantage sur un coin de table dans la cuisine, ce qui, évidemment, ne sont pas des conditions de travail très, très propices à une bonne, en tout cas pas des bonnes conditions de travail. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est que si le télétravail se généralise, on peut le voir comme quelque chose, alors ça a souvent été avancé comme quelque chose de positif pour l'égalité professionnelle parce que ça permettrait aux femmes d'articuler plus facilement leur temps de vie. C'est quand même un grand danger parce que ça n'est pas remettre en question la division sexuée elle-même, la division sexuée du travail elle-même. C'est juste permettre qu'elle soit un petit peu moins pénible ou dommageable à l'émancipation économique des femmes, ce qui est quand même un peu problématique parce qu'il vaudrait mieux s'attaquer aux causes de ces inégalités qui sont cet inégal partage des tâches. Donc, le télétravail, c'est une fausse bonne idée, même si pour certains et pour certaines, ça peut paraître tout à fait, en tout cas, facile, possible et ça rend la vie plus facile à organiser, ça peut être assez problématique. Par ailleurs, il y a aussi la question de la façon dont on va manager les carrières. Comment est-ce qu'on va évaluer les gens? Sur la question du télétravail, ça peut poser des problèmes et ça peut être très différent selon les postes qu'occupent les hommes et les femmes et donc ça peut exacerber les inégalités. Voilà. Mais à ce stade-là, c'est encore, c'est encore un peu tôt pour pouvoir tirer un bilan des conséquences de long terme de cette période tout à fait exceptionnelle qu'on traverse. Donc avec le télétravail, finalement, on a un peu ce risque du retour de la super maman qui arrive à jongler d'un côté avec son téléphone et ses rendez-vous et avoir le nourrisson sous le bras. Enfin, ça n'a aucun sens.
C'est un peu, d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'était passé avec le temps partiel, hein, parce que le temps partiel en France, c'est quelque chose de très récent. Enfin, c'est le milieu des années 90. Alors, c'est pas récent pour vous parce que vous êtes jeune, mais c'est le milieu des années 90. Les femmes en France, elles sont entrées sur le marché du travail dans le salariat à temps plein. Hein, et ce qui n'est pas le cas des femmes aux Pays-Bas, hein, qui, elles, sont entrées plutôt à temps partiel. Elles ont négocié ça avec le temps partiel. Mais en France, initialement, les femmes travaillaient à temps plein. Le temps partiel était très réduit. Et donc, quand il s'est développé dans les années 90, c'était en partie pour réduire le chômage qui était très important dans les années 90. Et puis ensuite, ça a perduré après les 35 heures avec cette idée que finalement, c'est pas mal. Ça dessert un peu la contrainte du temps des femmes. Et puis, on a mis en place des congés parentaux à temps partiel en se disant, voilà, comme ça, on retrouve un équilibre. Sauf que l'équilibre, il repose toujours sur les épaules des femmes. Donc, on n'a toujours pas résolu ce problème. C'est pourquoi la question qu'on a abordée tout à l'heure, qui sont comment on peut construire des politiques publiques qui incitent au partage des tâches dans la famille, elles sont extrêmement importantes parce que sinon, on ne va pas réussir à sortir de cette ornière de la division sexuée des rôles ou de l'articulation des temps de vie des femmes. Parce qu'en fait, il faudrait parler de l'articulation des temps de vie des parents qui ont des jeunes enfants, mais pas des femmes. Et donc là, on est encore loin du compte. Je trouve ça super intéressant que vous ayez mentionné le début du travail pour la femme, en tout cas du travail salarié, parce que Bell Hooks en fait mention dans son livre De la marge au centre, et elle parle du fait que finalement ça a été un peu une arnaque pour nous, parce qu'on était super contentes voilà, de rentrer sur le marché du travail avec des emplois qui étaient au début pas très bien payés, qui étaient plus voilà, un peu travail de petites mains. Et elle expliquait que on était si contente d'avoir ce travail, on y tenait tellement qu'on était prête finalement à tout accepter. Est-ce que c'est quelque chose qui se reproduit encore aujourd'hui, voilà, cette acceptation des inégalités? Je ne sais pas si je le formerai comme ça. Je comprends bien dans une perspective historique, parce que l'émancipation économique, ça a été un ressort fondamental du féminisme. Et pas seulement cette question-là, mais cette question-là, elle était évidemment très importante. On peut penser à Simone de Beauvoir, qui en parle dans son livre. Hein. C'est un prérequis à l'égalité. Voilà, il est important que les femmes soient autonomes. Alors, bon, donc dans une perspective longue, du coup, que les femmes aient accepté certainement d'exercer ce travail salarié, hein, parce qu'on va tout de suite préciser des choses. Les femmes ont toujours travaillé, hein, donc ça, je pense que vous reviendrez dessus. Hein. On parle de l'entrée dans le salariat, c'est-à-dire gagner un salaire pour le travail qu'on fait. Et ça, voilà, c'est cette émancipation économique-là qui a porté l'entrée des femmes sur le marché du travail. Donc, je peux comprendre que ce soit fait en acceptant certaines choses, oui. Mais enfin, ensuite, il y a quand même eu des revendications en termes de droits, de conditions de travail, de salaire. Il y a quand même des lois sur l'égalité salariale qui ont été passées. Alors, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est encore loin du compte en matière d'égalité salariale, mais parce qu'on est plus sur l'organisation de la société et un peu moins sur des questions j'allais dire, de dévalorisation systématique du travail des femmes. Donc, il y a encore beaucoup à faire, mais je serais un peu plus nuancée que cette vision-là. J'ai perdu le fil de mes idées, donc je ne me souviens plus de la question initiale. mais voilà. Je vous remercie. Une question qui revient aussi, est-ce que finalement, si on veut démanteler ce système inégalitaire, est-ce qu'il faudrait avoir des assemblées en quelque sorte représentatives de la population d'un État pour faire bouger les politiques publiques? Alors là, vous soulevez une autre question qui est très sensible. Elle est sensible parce qu'il ne faudrait pas tomber dans un essentialisme primaire qui consisterait à dire que les femmes représentent les femmes et que c'est à elles de porter les questions des femmes, parce que là, on reviendrait au 19e siècle, les femmes font les mœurs. Donc, non, je ne dirais pas ça. La raison pour laquelle il est important d'avoir une représentation paritaire dans les instances politiques, c'est parce qu'on peut s'interroger de pourquoi elle n'y est pas, pourquoi ces instances politiques ne représentent pas la société française. C'est parce que c'est certainement le reflet de dysfonctionnement et de discrimination, et à ce titre-là, on doit trouver des mécanismes pour le corriger. Maintenant que j'ai dit ça, je nuance un petit peu, parce que quand même, on ne peut pas nier que l'expérience sociale des femmes, et on pourrait, et vous allez le faire dans vos podcasts, ouvrir cette catégorie femmes qui est multiple, qui est hétérogène. Bien sûr, la question de qui sont les femmes est une question extrêmement complexe.
hein. Derrière cette question-là, on a la question des sexualités, on a la question des identités, on a la question de l'origine ethnique, on a la question des classes sociales. Les femmes ne sont pas du tout homogènes, donc on ne parle pas du tout de ce point de vue-là d'une catégorie qui serait représentée et qui permettrait de représenter l'entièreté de ce groupe-là. Donc c'est bien plus complexe que ça. Mais néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on a quand même une expérience sociale des femmes, y compris dans cette hétérogénéité qui est quand même commune. Il y a quand même un dénominateur commun autour de cette assignation à s'occuper des autres et à s'occuper des enfants et à s'occuper des dépendants, et de cette division des rôles qui s'opère. Et ça, effectivement, on ne peut pas nier que ça peut faire porter un regard différent. En tout cas, ça peut amener à poser des questions politiques qui soient différentes, hein. Donc, si on attend que ce soit les hommes qui posent la question des inégalités de salaire, peut-être qu'on attendra plus longtemps et les femmes le voient peut-être plus. Alors attention, hein, je mets beaucoup de bémols sur ce que je dis. Encore une fois, il ne s'agit pas de parler d'une représentation substantive en se disant que les femmes substantiellement représentent les femmes. Ça n'aurait aucun sens pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Mais on peut quand même pas nier, du fait des inégalités socio-économiques que l'on observe dans la société, qu'il est possible qu'elles soulèvent des problèmes différents dans l'espace, par exemple, d'un parlement. Et d'ailleurs, il y a quelques travaux qui ont montré que les femmes parlementaires soulevaient des amendements ou des propositions de loi qui n'étaient pas exactement de même nature que celles des hommes. Encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'essentialiser le propos, mais ça tient au fait qu'on est dans un monde qui est encore qui produit encore une expérience sociale différente pour les femmes et pour les hommes. Et donc, de ce fait-là, on peut comprendre que ça amène à des sujets différents. Sur la question des femmes pour les femmes, on avait mentionné la discrimination positive avec Réjeanne Sénac, donc dans son cours Égalité et politique. Et donc, elle mentionnait le fait que des femmes qui avaient été qui avaient eu accès à des postes en politique ou à responsabilité par le biais de la discrimination positive, avaient vraiment beaucoup de mal à prendre position pour les femmes dans les débats, parce qu'il y avait un peu cette crainte qu'on leur mette une étiquette sur la tête de féministe, tu bénéficies d'un système et finalement tu veux encore plus. Et c'était assez intéressant ce qu'elle disait sur le sujet en tout cas. Ah bah oui, parce que c'est pas forcément évident. Ensuite, puis encore une fois, on n'est pas forcément une femme députée pour porter ces questions-là, et on n'est pas forcément féministe. Et d'ailleurs, toutes les femmes ne sont pas féministes. Néanmoins, la plupart des féministes sont des femmes, même s'il y a des hommes féministes, il faut quand même reconnaître que voilà. Donc, les questions féministes, elles ont une probabilité plus grande d'être portées par des femmes que d'être portées par des hommes. Et c'est pas par hasard. On peut quand même comprendre, ça a quand même une forme de rationalité. Mais néanmoins, je comprends parfaitement ce que dit ma collègue Réjeanne Sénac et j'adhère complètement à ce qu'elle dit. Oh, merci. Et pour terminer un peu sur ces questions, selon vous, l'économie doit-elle être féministe? Alors là, vous faites référence à un ouvrage que je vais sortir là, enfin qui va sortir fin octobre et qui s'appelle L'économie féministe. Alors, je vais vous expliquer la genèse de cet ouvrage. L'économie, c'est une discipline dans laquelle il y a une branche qui s'appelle l'économie féministe, qui est très institutionnalisée, puisque dans la classification des savoirs en économie, on a une branche qui s'appelle Feminist Economics. Et ça, c'est une question que je me suis posée. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas vrai dans les autres sciences sociales que l'économie se dise, eh bien, nous, on a un thème, c'est l'économie féministe. Et j'ai essayé de montrer que ça pouvait sembler être un oxymore aux yeux de certains, puisque le féminisme peut être assimilé à, en tout cas, on peut définir le féminisme comme l'activisme qui porte l'égalité des femmes et des hommes, donc un activisme politique, militant, ce qu'il est en partie. Et l'économie, c'est une science sociale, donc qui se veut être rigoureuse, transparente et bien évidemment complètement neutre. Alors dans ce livre, j'ai d'abord essayé de montrer que le féminisme, ça n'est pas que ça, c'est aussi un ensemble de pensées, de concepts, de théories, de controverses scientifiques pour comprendre
analyser la question des inégalités de sexe, la question du genre, la question de la reproduction de ces inégalités. Donc, ce n'est pas une revendication catégorielle, c'est une vraie pensée de l'égalitarisme. Comment est-ce qu'on peut construire une société égalitaire? Et puis, par ailleurs, l'économie en tant que science sociale, c'est quand même une science qui est pratiquée par des êtres humains qui ont aussi des biais cognitifs, qui ont aussi des valeurs et qui ont aussi des objectifs normatifs. Et de ce fait, l'économie féministe, c'est vraiment l'idée que, certaines économistes, en tout cas, ont dit, moi, mon objectif normatif, c'est l'objectif féministe. Les questions que je vais poser, elles s'insèrent dans cette perspective-là. L'interprétation de mes résultats vont aller dans cette perspective-là. Par contre, les méthodes et les résultats ne sont pas féministes. On ne préjuge pas des résultats qu'on va avoir, mais on tente d'apporter des réponses à la question féministe. Et c'est pour ça que dans ce livre, j'ai essayé de montrer que, à la fois, le féminisme avait beaucoup apporté à l'économie parce que ça lui a permis d'avoir un regard critique, ça a permis d'avoir un regard critique sur la discipline, sur certains présupposés très androcentrés qui étaient tout à fait contestables, sur cette idée d'une rationalité qui s'exerce en parfaite liberté. Eh bien, la critique féministe a pu montrer que ce qui comptait, c'était dans quelles conditions cette rationalité peut-elle s'exercer ou pas. Or, il se trouve qu'elle ne s'exerce pas toujours librement. Et puis, donc, ça a beaucoup apporté à la pensée économique. Et puis, d'un autre côté, l'idée, c'était aussi de montrer que l'économie apporte beaucoup au féminisme parce qu'il s'agit de mesurer les inégalités, les discriminations, de montrer la dynamique, d'évaluer les politiques publiques, de comprendre en théorie les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et évidemment, ça alimente beaucoup le féminisme, que ces recherches s'inscrivent ou non dans une perspective féministe, elles sont extrêmement importantes pour le féminisme. Donc, ce livre-là, il a vraiment cet objectif de montrer ce qu'est l'économie féministe. Et puis ensuite, dans le livre, je développe sur quelques sujets assez restreints, parce qu'évidemment, je ne peux pas parler de l'entièreté de l'économie féministe, et je passe à côté de beaucoup de sujets, mais néanmoins, j'essaie de montrer, sur le cas de la France, qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, montrer que les travaux en économie permettent de comprendre la mécanique inégalitaire, de comprendre ce modèle social qui est Monsieur Gagne-Pain, de pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui dans un modèle que moi je qualifie de Madame Gagnette. Et donc ça, voilà, je pense que la perspective des sciences sociales, et en l'occurrence de ma discipline, elle apporte beaucoup à la compréhension de ces inégalités. Et est-ce que cette discipline d'économie féministe, elle est déjà intégrée par les décideurs dans leur politique publique, ou c'est quelque chose qui tend à se faire connaître et à être enfin entendu? Vous savez, c'est une science, enfin, c'est une branche de l'économie comme science sociale. Donc, de façon générale, vous pourriez dire, est-ce que les travaux des économistes sont intégrés dans les politiques publiques? Alors non, insuffisamment. Alors du point de vue de la perspective féministe, insuffisamment aussi, mais parce qu'il y a quand même un fossé entre la réflexion qu'on peut avoir et les travaux qu'on mène en sciences sociales, et ensuite la mise en œuvre des politiques publiques et de l'action publique et des politiques économiques, parce qu'il y a un jeu d'acteurs extrêmement complexe que mes collègues politistes analysent pour comprendre justement pourquoi est-ce qu'on fait différemment. Et puis aussi parce que les sciences sociales et les sciences en général, parce que la crise du Covid l'a bien montré, ça ne s'applique pas uniquement aux sciences sociales, mais les sciences sociales et l'économie en particulier, est traversée par de multiples controverses et désaccords. C'est très injuste qu'on reproche aux économistes de ne pas être d'accord, parce que c'est bien parce qu'ils forment une communauté scientifique qui sont en désaccord, et qu'il y a donc conversation scientifique autour des sujets, des méthodes, des résultats, de comment les interpréter. Il y a beaucoup de désaccords, comme dans toutes les sciences. Et donc, voilà, il n'y a pas non plus, les sciences sociales ne donnent pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faudrait faire. Alors maintenant, pour répondre un peu plus à votre question, dans une perspective féministe, on sait en tout cas ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, de ce point de vue-là, c'est vrai que ça mériterait de mettre en œuvre ce que moi j'appelle ensuite une économie politique féministe, qui est un peu différent pour moi. L'économie féministe, c'est vraiment la science sociale qui apporte des réponses. Et l'économie politique féministe, c'est l'organisation politique de l'économie autour de l'égalité. Et donc là, pour la France, on pourrait très bien penser à une réforme de politique publique. On a parlé du congé parental tout à l'heure, de la prise en charge de la petite enfance, de refondre complètement ces politiques publiques et de les financer
en supprimant d'aspects de notre État social qui sont des droits conservateurs et qui sont contraires à l'égalité, comme par exemple l'imposition des couples mariés ou pacsés, que j'ai peut-être pas le temps de développer ici, mais qui est un héritage des années 50, qui vise à compenser le fait que madame ne travaille pas et qui fait que dans les couples dans lesquels il y a des revenus très inégaux, eh bien, il y a un moindre impôt qui est payé, en tout cas un avantage fiscal qui est accordé. Et ceci est d'autant plus important que le couple a des revenus très élevés. C'est donc complètement contraire à l'idée de la progressivité de l'impôt et de l'impôt juste, et par ailleurs complètement contraire à l'idée de l'égalité professionnelle, puisque ça favorise et encourage la division du travail, avec madame plutôt à la maison et monsieur plutôt au travail. Et donc là, eh bien, là, on a, avec des collègues, on a calculé ce que pourrait rapporter une réforme de l'imposition des couples mariés taxés. Ça pourrait être entre 3 à 7 milliards d'euros par an. Et ben, on pourrait utiliser cette marge de manœuvre budgétaire pour réformer les politiques familiales et créer un véritable service public de la petite enfance avec un petit congé parental bien partagé, bien rémunéré. Ça, ce serait une économie politique féministe. Alors, c'est qu'un petit pan, hein, mais voilà, ça, ce serait une approche systémique qui permettrait de réformer nos politiques publiques. Maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec la crise que nous sommes en train de traverser, j'ai bien peur que ces questions-là ne soient pas la priorité. Et il faut bien comprendre que là, on va traverser une crise économique et sociale majeure qu'il va nous falloir surmonter. Donc, voilà. Mais néanmoins, gardons en tête que il y a des possibilités de refonte de notre système économique et social pour produire davantage, en tout cas pour produire les conditions, la possibilité d'une mise en œuvre du principe d'égalité. En tout cas, ça mériterait une vidéo explicative entière sur le sujet. Je pense que si jamais vous êtes partante, ce serait avec plaisir. En tout cas, ça marque la fin de cette première partie du webinaire. On va maintenant laisser la parole à nos participants et participantes. Et donc je cède la place à Ariane. Donc, vous aviez mentionné à un moment le fait qu'en France, le fait de ne pas avoir de femmes était perçu comme quelque chose qu'on pourrait qualifier de honteux, ce qui n'était pas forcément le cas dans le modèle nordique. La question était quel est, à votre avis, l'impact du système patriarcal sur la volonté d'une femme de ne pas avoir d'enfants? Alors là, on n'est pas du tout sur mes sujets de recherche, donc je m'aventure sur un terrain existant. Non, ce que je voulais dire, et là, il y a beaucoup de penser au livre de Mona Chollet sur cette question-là, hein, c'est vrai qu'en France, il y a une injonction assez forte pour les femmes à avoir des enfants. En particulier lorsque vous avez un couple. On ne va pas comprendre qu'un couple jeune ne souhaite pas avoir d'enfants ou n'envisage pas d'en avoir. D'ailleurs, c'est beaucoup des questions qui sont toujours posées aux jeunes couples, ou alors quand est-ce que vous aurez le deuxième, etc. Il y a une pression quand même assez forte. Ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. Alors, je n'aurais pas dit les pays nordiques, moi j'avais beaucoup mentionné l'Allemagne. Je pense que la pression est moins forte parce que les femmes ont fait plutôt dans un environnement où elles ont choisi de travailler, et comme elles étaient très stigmatisées quand elles avaient des enfants, eh bien, ce comportement de ne pas avoir d'enfants est suffisamment répandu pour qu'ils ne paraissent pas hors de la norme. Donc, c'est un peu ça que j'avais en tête. Et maintenant, comment on pourrait l'expliquer? C'est vrai que la France, c'est un pays dans lequel la question de la natalité a toujours été très importante et les politiques publiques sont très marquées par cette question de la natalité. Alors, des historiens pourraient, ou des démographes, pourraient expliquer ça en disant que la France est un pays qui a entamé sa transition démographique très tôt, au 19e siècle, bien avant ses partenaires européens, ce qui a induit un problème démographique et de population et un problème politique, puisque au tournant du 19e siècle, voilà, on va considérer que la France a perdu la guerre contre la Prusse parce qu'on était moins nombreux, parce qu'on avait une population déclinante, et cette espèce de traumatisme va être très important dans la construction des politiques publiques en France dans la première moitié du XXe siècle. Et le pari que fait l'État social français, c'est de dire pour que les gens fassent plus d'enfants, il faut que madame reste à la maison et il faut que les allocations augmentent avec le nombre d'enfants. Donc voilà un peu pourquoi, je ne sais pas trop, parce que par exemple la Suède avait aussi un problème démographique et l'a résolu totalement différemment en considérant que pour accroître la natalité, il fallait socialiser le coût de l'enfant et permettre aux femmes de travailler. Donc vous voyez, tout ça est un mélange extrêmement complexe qui diffère d'un pays à l'autre.
vous remercie. J'ai une question pour revenir un peu sur votre sujet qui est l'économie. Est-ce que vous voyez une corrélation, un lien assez clair entre le système capitaliste et le système patriarcal? C'est une grande question. Alors, c'est une grande question qui est posée depuis longtemps. Pas directement, en fait, contrairement, voilà, je ne poserai pas les questions en ces termes. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande tradition marxiste qui consiste à dire, alors là, ce que nous dit Marx et Engels, c'est que le patriarcat est une évanescence de la propriété privée et du capitalisme, et qu'il a été instauré pour transmettre du patrimoine dans la famille, qu'il est assujettissant pour les femmes, mais qu'il n'est que le reflet de l'ordre capitaliste, et qu'à ce titre, la lutte des classes finira par amener l'égalité femmes-hommes. Alors, ça, c'est une histoire qu'on peut raconter, mais ça me semble tout à fait, en tout cas, ça mérite d'être mis en regard. Alors ensuite, il y a eu tous les développements du féminisme matérialiste qui est venu plutôt comparer la question de faire une analogie entre la question des classes sociales et la question des rapports sociaux de sexe. Donc, les femmes seraient une classe sociale exploitée par l'ensemble des hommes. On peut penser aux travaux de Christine Delphi, qui a bien mis ça en avant. En fait, quand on regarde l'histoire, il y a eu des sociétés avec de la domination masculine qui n'étaient pas des sociétés fondées sur la propriété privée. Le patriarcat existait bien avant l'émergence du capitalisme en tant que système économique qui est fondé sur la propriété privée du capital productif. Même si évidemment on pourrait nuancer tout ça, je pense que c'est pas complètement imbriqué. Bien sûr que c'est lié. Je suis pas en train de dire que c'est pas lié, mais ça n'est pas deux choses systématiquement imbriquées. Donc si on historicise un peu ces mouvements-là, on voit qu'on peut pas complètement dire ça. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'émergence du capitalisme moderne au XIXe siècle, on peut dire que c'est plutôt une sorte de patriarcat capitaliste, et puis qu'aujourd'hui on est plutôt dans un capitalisme patriarcal, même si je joue un peu sur les mots. Mais voilà, bien sûr que il y a des moments, alors je vais le redire un peu différemment, il y a des moments où les intérêts du capitalisme sont allés avec les intérêts des femmes. Et on peut très bien prendre la période de l'après-guerre. Les femmes avaient cette envie d'émancipation économique, cette envie d'être autonomes, cette envie d'avoir leur droit de travailler et d'être payées pour ce travail. Et ben, le capitalisme avait besoin de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre qualifiée, les femmes étaient de plus en plus éduquées. La question, voilà, là on peut se dire que de ce point de vue-là, l'un marchait avec l'autre. Mais par exemple, si vous regardez le capitalisme social, c'est-à-dire son articulation avec un État social, qui est le capitalisme des années 50, c'est l'État social qui a ramené le patriarcat et qui a organisé ce patriarcat aussi. Hein. Donc, c'est pas seulement l'organisation économique et l'économie de marché qui produit ça. Alors, ensuite, par contre, ce qu'on peut distinguer, faut distinguer, à mon sens, la question du capitalisme de la question néolibérale, qui est peut-être ce à quoi faisait référence la personne qui a posé la question. Le capitalisme n'est pas nécessairement néolibéral, il peut être très encadré, très régulé, comme je l'ai dit, et en l'occurrence, quand il l'a été, il n'a pas tellement été à l'avantage des femmes. Mais voilà, il peut être très régulé. La question néolibérale, c'est la mise en avant des mécanismes de marché devant tout intérêt politique. Donc, c'est l'idée que la concurrence s'applique dans tous les domaines de la société et qu'elle est en capacité de régler les problèmes. Alors, pendant très longtemps, la doctrine néolibérale, les années 80, vous pouvez penser à Reagan, à Thatcher, la question de l'égalité n'était pas du tout incluse dans la question néolibérale. Et voire même, c'était des gouvernements plutôt très conservateurs du point de vue des normes familiales, sociales et des droits des femmes. Aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, on voit une forme de ce qu'on a appelé avec Réjeanne Sénac dans un article de nouvel esprit du néolibéralisme. Pourquoi on appelait ça le nouvel esprit? Parce qu'aujourd'hui, la doctrine néolibérale, elle n'exclut plus la question de l'égalité, elle en fait une question importante, mais elle en fait une question importante au service du marché. C'est-à-dire, on va entendre cette rhétorique qui consiste à dire c'est bien que les femmes travaillent, ça augmente la croissance économique, c'est bien que les femmes soient éduquées, ça augmente la croissance économique, c'est bien de mettre des femmes dans les boards
des grandes entreprises, des entreprises sont plus performantes. Donc, on inclut, et alors on pourrait dire ça des femmes, et on pourrait dire ça aussi de toute autre catégorie oppressée et discriminée, on inclut ces catégories au nom de ce qu'elles peuvent apporter en termes de plus-value, de richesse matérielle. Et ça, ça c'est un problème parce que là, on fait une inversion de la hiérarchie entre des principes de justice qui sont l'égalité des individus et les principes économiques qui sont la performance économique. Et le gros problème, à mon avis, aujourd'hui, c'est ça dans le livre, j'en parle un peu dans un chapitre, mais ce que je voudrais dire ici dans ce podcast, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, un des gros problèmes, c'est que nous sommes coincés entre une poussée conservatrice extrêmement forte, on peut le voir aux États-Unis, au Brésil, en Europe de l'Est, avec des retours en arrière énormes sur la question de l'égalité femmes-hommes, sur la question de l'inclusion de différentes sexualités, de différentes identités, sur la question ethnique, évidemment. Donc, on a une grosse poussée conservatrice. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a en écho? On a ce nouvel esprit du néolibéralisme qui dit « mais si, moi je parle de l'égalité, c'est très important, mais oui, il faut inclure les personnes, il ne faut pas les discriminer, parce que, regardez, quand on les discrimine pas, ça rapporte. Ça permet aux entreprises d'être plus performantes ou, par exemple, lorsque l'on harcèle les gens sur le lieu de travail, ils sont moins productifs. » Non, mais on a envie de dire, entre les deux, il y a quand même l'idée que non, on n'harcèle pas les gens sur le lieu de travail parce que c'est contraire aux droits humains et que tout simplement, on n'a pas le droit d'harceler et de discriminer, quel que soit l'intérêt économique qu'on peut en retirer. Il est peut-être positif, mais il ne l'est pas nécessairement. Et d'ailleurs, il y a plein de pans de la société dans lesquels on voit que discriminer peut rapporter. Donc, je trouve que cette situation, elle est extrêmement délicate, parce qu'on est coincé et on est sur vraiment la crête entre ces deux poussées très fortes. Et il nous faut trouver un passage qui soit un passage porteur d'égalité, d'émancipation individuelle et qu'on puisse sortir de cette question-là. Et je pense que voilà, on tombe très facilement quand on veut combattre les conservatismes du côté de ce nouvel esprit du néolibéralisme, alors que je pense qu'on doit pouvoir trouver une voie qui permettent de mettre en avant des principes de justice avant des questions économiques. Je vous remercie. Et ça nous rappelle pas mal ce qui s'est passé pendant la crise avec les leaders. Donc, la première ministre de Nouvelle-Zélande qui a été essentialisée pour son rôle de femme dans sa gestion de la crise, alors que non, on n'a pas besoin de plus de femmes en tant que leader parce qu'elles vont mieux gérer les crises et mieux gérer les confinements, mais tout simplement parce que si on n'a pas un nombre un peu égal de femmes et d'hommes à la tête de pays, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre système et qu'il faut changer et qu'il faut se bouger, point barre, en fait, c'est tout. Que ça nous amène à notre dernière question. Est-ce que vous avez une recommandation pour nos participants, que ce soit un film, un livre ou même plusieurs d'ailleurs? Alors, le premier livre, j'en ai parlé parce que je le trouve formidable et puis je vais le discuter dans un séminaire la semaine prochaine. Donc, je conseille vraiment de lire ce livre, Le genre du capital de Céline Bessières et Sybille Golac, vraiment un excellent livre. Alors, je prends mes lunettes. D'un point de vue plus, j'allais dire, de distraction, moi, une mini-série que je recommanderais, c'est Miss America avec Cate Blanchett. Qui est une série qui retrace en quelques épisodes les combats féministes, mais pas seulement, je vais détailler, donc de la loi sur l'égalité, de l'idée d'introduire dans la Constitution américaine un acte spécifique pour l'égalité femmes-hommes. Et c'est intéressant cette série parce qu'elle montre d'une part la multiplicité des féminismes et donc toutes les contradictions et aussi les controverses qui traversent le féminisme, qui montre bien que tout ça est pluriel. Et puis aussi cette poussée de femmes conservatrices, et en l'occurrence, je ne vais pas divulgacher, comme on dit pour les personnes qui nous regardent, mais en l'occurrence, cette femme très conservatrice qui initialement n'est pas du tout intéressée à la question femmes-hommes, mais qui n'a pas d'autre choix que de s'y intéresser pour qu'on l'écoute sur des questions géopolitiques, et qui va donc s'emparer de ce sujet-là pour se détacher et construire un réseau de femmes très conservatrices et qui vont voilà, sur lesquelles elle va essayer
de faire son trou, je ne raconte pas la fin. Voilà, donc ça, je trouve que c'est une série qui est très intéressante. Et puis, pour dire que cet acte, donc l'ERA, il est toujours pas inscrit dans la Constitution américaine, bien que le quota d'États qui doivent l'avoir voté pour que ce soit possible ait été atteint. Mais il y a des batailles juridiques là aux États-Unis sur ces questions-là qui sont assez phénoménales. Donc voilà, ça c'est pour ça. Et puis un dernier livre que moi j'ai trouvé passionnant, qui n'est pas tout récent, mais qui a été publié en français en 2017, qui est un livre qui s'appelle Amazon, d'Adrienne Mayor. Alors Amazon, faisant référence à cette peuplade dite de femmes cruelles qui se seraient coupées un sein pour mieux tirer à l'arc et qui tueraient leurs enfants garçons, et bien, elle montre que ce n'est pas du tout ce qu'étaient les Amazones. Les Amazones, c'est une peuplade scythe d'Europe de l'Est. Ça, c'est ce que les Grecs nous en ont dit, mais parce que les Grecs n'étaient pas du tout favorables à l'émancipation des femmes. Et quand ils avaient devant eux des armées de combattants et de combattantes, donc il y avait et des hommes et des femmes, ils ne voyaient que les femmes parce que ça leur semblait absolument subversif. Et donc, c'est un livre passionnant qui se lit comme un roman, alors que c'est une recherche historique à la fois sur ce que les Grecs nous ont dit, les Amazones, mais à la fois sur ce que nous savons aujourd'hui de ces peuplades, puisque maintenant et depuis peu, on peut déterminer le sexe des squelettes que l'on trouve dans les tombes, on peut déterminer ça à partir de l'ADN. Eh bien, on s'est rendu compte que les historiens, les historiennes avaient beaucoup de présupposés sur ces sociétés anciennes et qu'ils calaient un peu le modèle d'aujourd'hui dessus, et que lorsqu'on trouvait une tombe d'un guerrier avec un bouclier et un glaive, on supposait que c'était un homme. Et bien, on s'est rendu compte que beaucoup de ces guerriers étaient des guerrières. Et ça change un peu l'histoire que l'on peut raconter sur la place des femmes et des hommes dans des sociétés différentes ou des sociétés anciennes. C'est aussi vrai pour les Vikings. Il y a aussi des travaux qui ont été faits sur les Vikings qui ont montré qu'il y avait beaucoup de femmes vikings. Donc voilà, je conseille ce livre Amazon qui se lit très bien et qui est absolument passionnant. Je vous remercie pour toutes ces recommandations. Et puis, une innovation de cette nouvelle série, c'est que pour chaque épisode, on va proposer une boîte à outils pour les personnes que ça intéresse, où on proposera notamment vos articles, vos livres, voilà, pour que les personnes puissent approfondir, mais également des références sur le thème du patriarcat et des inégalités économiques. Donc voilà, ça sera proposé dès demain. En tout cas, vraiment merci pour cet épisode qui a été conclu de façon magistrale. Et on espère voilà, pouvoir échanger à nouveau avec vous très rapidement sur votre livre. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous de votre attention. Merci, bonne soirée.